Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir des territoires isolés du reste du monde. Ces endroits sont particulièrement difficiles d'accès pour diverses raisons. Certains sont perdus en mer, d'autres au cœur de la forêt ou encore soumis à des conditions climatiques extrêmes. Sur ce, installe-toi confortablement et on est parti. On va commencer par une île qui se situe dans l'océan Atlantique. Alors, elle est très connue dû à son isolement justement, c'est Tristan da Cunha. L'île est située plus précisément à 2771 km à l'ouest de l'Afrique du Sud et à 3223 km du Brésil. La terre la plus proche est l'île de Sainte-Hélène à 2418 km. Tristan da Cunha est considérée comme la terre la plus isolée au monde. Tristan da Cunha appartient au Royaume-Uni. Elle constitue avec l'île d'Ascension et Sainte-Hélène le territoire d'outre-mer du même nom. L'île est habitée par 266 Tristanais dans la seule ville qui est Édimbourg des Sept Mers. Pour comprendre pourquoi des personnes habitent sur l'île, faisons un peu d'histoire. Tristão da Cunha aperçoit l'île pour la première fois en 1506. Tu auras compris par la suite que c'est son nom qui a été donné pour l'île. De base, l'expédition était chargée de relier les Indes, mais suite à des vents forts, la flotte s'est trop enfoncée et donc ils sont tombés sur les îles. Cependant, c'est une zone de vent extrême et donc il est quasiment impossible d'y débarquer à l'époque. La première expédition pour les explorer est menée le 17 février 1643 par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Néanmoins, pour l'heure, aucune installation n'est envisagée. Il faut attendre le 19e siècle et deux natifs de Salem au Massachusetts pour qu'une première colonisation soit tentée. Alors c'est un semi-échec parce qu'il y a une des personnes qui meurt mais il y a deux marins qui vont les rejoindre. Le 14 août 1816, la Grande-Bretagne s'installe officiellement en les annexant. William Glass, qui est un soldat d'artillerie présent après le naufrage d'un bateau, demande à s'installer sur l'île et cela est accepté. Le nom Édimbourg des Sept Mers est donné en 1867 lors de la visite du prince Alfred. L'île et ses habitants sont de plus en plus abandonnés, surtout à partir de 1869 et l'ouverture du canal de Suez. Entre 1908 et 1918, la Royal Navy ne va plus du tout se rendre sur l'île et donc les habitants sont coupés du monde. Ils ne vont plus recevoir de courrier, ils ne seront pas du tout au courant de ce qui se passe dans le reste du monde et enfin ils vont échapper aux grandes maladies. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que Tristan da Cunha va persister? Eh bien la réponse est oui et voici pourquoi. En 1961 a lieu l'éruption du volcan Queen Mary, ce qui provoque l'évacuation des habitants. Ils sont alors emmenés en Grande-Bretagne et ils vont découvrir la vie européenne. Je peux vous dire que cela va leur faire très bizarre et même ils vont en être dégoûtés. Les autorités ne comptaient même pas les rapatrier, mais ce sont les Tristanais eux-mêmes qui ont organisé leur rapatriement. Maintenant, allons au cœur du Pacifique Sud sur l'île de Pitcairn. Cette île britannique est l'une des terres habitées les plus isolées au monde. Elle compte seulement une cinquantaine d'habitants qui sont pour la plupart des descendants des célèbres mutins du Bounty. L'île se trouve à 688 km de la terre la plus proche qui est Mangareva en Polynésie française. Pitcairn est un territoire britannique d'outre-mer, c'est d'ailleurs l'entité politique la moins peuplée au monde. Les habitants vivent tous dans la seule localité de l'île qui est Adamstown, nommée d'après John Adams, le dernier survivant des mutins du Bounty. Pour comprendre le peuplement de l'île, remontons en 1789 avec la mutinerie du HMS Bounty. Fletcher Christian et 8 autres mutins accompagnés de Tahitiens cherchaient un refuge où la Royal Navy ne pourrait pas les trouver. En effet, en faisant une mutinerie, ils se doutaient bien que la Royal Navy ne leur réservait pas un bon sort. C'est alors qu'ils découvrent Pitcairn en 1790, une île alors inhabitée et très mal connue, ce qui en fait une cachette idéale. D'ailleurs, dès leur arrivée, ils vont brûler le bateau, comme ça ils sont sûrs qu'on va pas les retrouver. Alors les premières années sont compliquées parce que tout simplement il n'y a aucune installation, il n'y a pas d'agriculture, et même il y a des conflits entre les Tahitiens et les Européens. D'ailleurs, la quasi-totalité des hommes de l'île vont mourir, il ne restera que John Adams. En 1808, un premier navire américain va découvrir la colonie. Ils avaient entre-temps créé une communauté pieuse et organisée. L'île vit en quasi-autarcie, ce qui a développé une culture unique. La langue pitcairnaise est un mélange d'anglais du XVIIIe siècle et de tahitien. Contrairement à Tristan da Cunha, la survie de Pitcairn est menacée. En effet, l'île n'a pas de port et les approvisionnements sont rares. Le déclin démographique est préoccupant. Entre 2004 et 2018, la population est passée de 66 à moins de 50 habitants, ce qui inquiète la population. De plus, comme la population est en baisse, la natalité est également en baisse. L'administration pitcairnaise essaie d'attirer grâce au tourisme, mais c'est très compliqué. Malgré les difficultés, les Pitcairnais sont très attachés à leur île. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me fait super plaisir et ça me soutient. Je suis également disponible sur mes réseaux sociaux, Instagram et Discord, leurs liens sont en description. Maintenant, direction le Groenland et plus précisément la ville d'Itokortomit.
Cette localité de 350 habitants est située dans l'est du Groenland et est totalement isolée du reste de l'île. Elle est accessible uniquement par hélicoptère et quelques jours dans l'année par bateau. Ittoqqortoormiit fait partie de la commune de Sermersooq qui elle-même est une commune danoise, le Groenland faisant partie du royaume du Danemark. Dans le village, on n'y retrouve qu'un seul magasin et une seule école, c'est-à-dire que les jeunes sont dans l'obligation de voyager pour continuer leurs études. La vie quotidienne à Ittoqqortoormiit est très difficile, les températures descendent régulièrement sous les -30 degrés. Pour subsister, les habitants chassent avec des chiens de traîneau, d'ailleurs il y a quasiment autant d'habitants que de chiens. Depuis récemment, le tourisme s'y développe, notamment avec la compagnie Nanu Travel. Mais alors, comment 350 personnes coupées du monde peuvent s'installer ici? Eh bien pour comprendre, remontons dans le temps. La localité a été fondée en 1925 par Einar Mikkelsen et 70 colons inuits venus de l'ouest et du sud de la commune. Cette création est une volonté danoise, le but étant d'empêcher toute revendication de la Norvège sur le Groenland. En effet, le Groenland appartenait auparavant à la Norvège et donc ils auraient voulu récupérer le territoire. Grâce aux nombreuses ressources animales, la ville a pu prospérer et donc les revendications n'avaient plus lieu d'être. Désormais, l'avenir d'Ittoqqortoormiit se joue à cause du réchauffement climatique. La banquise fond de plus en plus vite et par conséquent, il est de plus en plus difficile de chasser. Étant le principal moyen de revenu, une émigration massive est possible. D'ailleurs, la commune a été rattachée à Sermersooq en 2008 car elle n'avait plus de mer. Continuons avec une ville qui se trouve dans les Andes péruviennes. Alors tu en as peut-être déjà entendu parler dû à son altitude extrême, c'est la Rinconada. La ville est située à 5100 mètres d'altitude, ce qui en fait la plus haute ville permanente du monde. Elle se trouve dans la région de Puno, au sud-est du Pérou, près de la frontière avec la Bolivie. La Rinconada est une ville minière qui s'est développée autour de l'exploitation de l'or. Elle compte environ 60 000 habitants qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. La ville n'a pas d'accès aux égouts, n'a pas de système de traitement des déchets et l'eau potable est extrêmement limitée. Les personnes viennent habiter dans la ville pour une seule et unique raison, c'est le système de travail qu'on appelle le cachoreo. En fait, les mineurs travaillent 30 jours sans salaire puis peuvent garder tout l'or qu'ils trouvent pendant les 31e et 32e jours. Cela fait venir des travailleurs de tout le Pérou même si les conditions sont très difficiles. D'ailleurs, il est possible que les mineurs ne trouvent pas d'or et donc dans ces cas-là, ils n'ont aucun salaire. La population de la Rinconada continue pourtant d'augmenter. Alors bien sûr, cette installation ça a des conséquences terribles. Tout d'abord, les femmes travaillent principalement dans la séparation de l'or et du minerai et donc pour cela, elles utilisent des produits toxiques. Bien sûr, il n'y a pas de protection, etc. Donc elles sont exposées à des produits très toxiques et donc à des maladies très graves. L'environnement voisin est également très pollué. Par exemple, le glacier voisin de la Bella Dormiente est complètement pollué par le cyanure. Malgré tout ce que je t'ai dit, les travailleurs continuent de venir et cela pose un très gros problème pour la ville à l'avenir. Enfin, terminons par l'Acre qui est un état brésilien. Il se situe à l'extrême ouest du pays et borde le Pérou et la Bolivie. Cette région isolée compte environ 895 000 habitants, dont près de la moitié dans sa capitale, Rio Branco. L'Acre était à l'origine un territoire bolivien. En 1877 a eu lieu une grande sécheresse dans le nord-est brésilien. Cela va pousser la population à migrer dans la région. La Bolivie, de son côté, désigne la région comme étant des terres non découvertes et donc ne s'intéresse pas du tout au territoire. Des conflits d'intérêts vont donc surgir et provoquer la guerre d'Acre. La région est finalement devenue brésilienne en 1903 grâce au traité de Petrópolis. Pendant longtemps, l'accès à l'Acre était extrêmement difficile. La région n'était accessible que par voie fluviale ou aérienne. Ce n'est qu'en 1992 que la première route en dur, la BR 364, est construite. Avant cela, l'accès à la région en saison des pluies était extrêmement difficile. Alors, au Brésil, il y a une blague qui existe et c'est l'Acre n'existe pas. En fait, la région est très isolée parce qu'elle est séparée du reste du pays par l'Amazonie. La blague a donc vu le jour pour dire que l'on n'entend jamais parler de la région. Alors aujourd'hui, l'Acre continue de se développer. La région est devenue un modèle de développement durable en Amazonie avec une économie basée sur l'exploitation responsable de la forêt. Le caoutchouc est lui depuis bien longtemps une ressource qui ne rapporte plus rien, donc son commerce s'est arrêté. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente des pays qui devraient se rassembler. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.